liberté, il faut vivre, il faut vivre, vivre. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au Club de la presse spécial le 13 décembre. Comme chaque année, depuis 1999, date du premier anniversaire de l'assassinat de Norbert Zongo, le 13 décembre est une journée de protestation contre l'impunité. Cette année encore, le Centre national de presse Norbert Zongo organise le Club de la presse, un numéro spécial consacré au 22e anniversaire de l'assassinat de Norbert Zongo. Où en est le dossier? Pourquoi n'y a-t-il pas d'avancement? Qu'en est-il de l'héritage professionnel laissé par Norbert Zongo? Pour la jeunesse militante burkinabé que représente Norbert Zongo, pourquoi 6 ans après l'insurrection, il n'y a toujours rien? Autant de préoccupations que nous tenterons d'aborder avec nos invités sur ce plateau. Je reçois pour vous Maître Farama, l'un des avocats de la partie civile. Maître Prosper Farama, bonjour. Bonjour madame. Je reçois également Woba Boukari, il est journaliste, rédacteur en chef du bimensuel Mutation. Bonjour. Bonjour Bénédicte. Rasmanou Ziamba est avec nous, il est un jeune militant. Bonjour. Bonjour. Et merci à vous tous d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Première question pour commencer, comment avez-vous connu Norbert Zongo? Je commence par vous qui êtes assez jeune quand même. Comment avez-vous connu Norbert Zongo? Ouais, je pense que c'est une très longue histoire. Déjà à l'époque où Norbert Zongo était assassiné le 13 décembre 1998, j'avais que 12 ans. En gros 12 ans, et je n'étais pas au pays, j'étais en Côte d'Ivoire. Je venais à peine de finir mon cursus primaire et j'entamais la classe de 6e dans un collège. Mais à l'époque, on n'avait pas ce regard-là sur l'actualité au pays, au Burkina surtout. Et Norbert Zongo, je l'ai découvert un peu plus tard, un peu plus dans les années lycée et beaucoup plus tard dans les années université, où effectivement je me suis rendu compte qu'en dehors de Sankara, qui était une figure quand même assez intéressante, là il y avait un deuxième personnage, en la personne de Norbert Zongo, que je qualifie de héros national, d'ailleurs qui avait porté également cette cause-là de la veuve et de l'orphelin, ce journaliste-là intrépide qui avait consacré sa vie à défendre la justice, à se mettre du côté des personnes qui s'alignent sur les combats pour la souveraineté, pour la liberté, pour la dignité. Et c'est à partir de cet instant-là que je me suis fait le devoir en tant que jeune, à l'époque déjà, de chercher à comprendre au-delà de ce qui était raconté, qui était effectivement cet homme-là, qui était ce journaliste, mais qui était également ce citoyen qui, à travers sa plume, arrivait à faire reculer les limites de ce qu'on appelle l'ignorance, mais surtout à construire avec un peuple des libertés démocratiques, des libertés, qu'elles soient individuelles et collectives. Et ces valeurs-là ont laissé une empreinte sur vous? Bien évidemment, bien évidemment. Aujourd'hui, rappeler Norbert Zongo, c'est rappeler certes le journaliste qui a été assassiné le 13 décembre 1998 et pour lequel nous sommes tous engagés pour qu'il y ait vérité et justice, mais c'est aussi rappeler un homme de dignité, un homme de courage, un homme de conviction qui pensait que, il le disait d'ailleurs, que personne ne peut avoir un avenir dans un pays qui n'en a pas. Mais cet avenir-là, il faut le construire, et il faut le construire avec les masses populaires, il faut le construire avec les organisations de la société civile, il faut le construire avec toutes les forces vives, et c'est ce combat-là qu'on continue toujours aujourd'hui. Monsieur Oba, comment vous avez connu Norbert Zongo? Comment j'ai connu Norbert Zongo? C'est difficile de dire clairement que j'ai connu Norbert Zongo. J'ai appris à le connaître beaucoup plus trop tard, parce qu'au moment où je me suis véritablement intéressé à l'homme, c'est surtout après avoir appris son assassinat, donc après avoir été dans cette lutte-là aux premières heures. Vous savez que les collèges, les lycées, donc jusqu'à l'université, s'étaient mobilisés. Moi, à l'époque, je n'étais qu'au collège, et donc j'ai fait partie de ceux qui se sont toujours mobilisés pour cette lutte-là, donc le 13 décembre. J'ai eu la chance d'avoir eu un professeur qui était quelqu'un d'engagé parce que c'est un syndicaliste. Donc à travers lui, j'ai rapidement compris pourquoi il était important de s'engager dans une cause comme celle-là. Et puis plus tard, dans mes études, j'ai commencé à m'intéresser beaucoup donc, au journalisme. Et en m'intéressant au journalisme, c'était bien sûr en ayant en mémoire Norbert Zongo, en ayant en mémoire le 13 décembre 1998,
Mais c'était surtout pour être beaucoup plus réaliste et concret en regardant ceux qui d'une certaine manière ont repris le combat de Norbert Zongo. Et ceux-là, ils n'étaient pas loin, ils sont là, ils sont encore connus. Quelqu'un comme Germain Bitounama, quelqu'un comme Newton Ahmed Barry, qui, vous le savez très bien, ont eu à travailler à l'indépendant, juste après l'assassinat de Norbert Zongo, avant de créer eux-mêmes plus tard leur propre journal dans lequel j'ai eu le plaisir et l'honneur de faire mes premiers pas dans le journalisme. Donc véritablement c'est avec le temps que j'ai appris à connaître davantage Norbert Zongo et je continue toujours à approfondir ma connaissance de ce qu'est l'homme. À propos, bon, voilà, j'ai beaucoup lu ses éditoriaux. Vous connaissez très bien Le sens d'un combat, qui a été un recueil des éditoriaux qui a été compilé, donc édité par le Centre national de presse Norbert Zongo, qui est un document riche d'enseignements. Tous les écrits de Norbert Zongo, surtout ces éditoriaux, vous les lisez aujourd'hui en 2020, vous avez l'impression qu'il vient de pondre l'éditorial. Or, cela a été fait depuis plus de 20 ans. Donc, pour dire à quel point l'homme, d'une certaine manière, était en avance sur son temps et que ce qu'il disait, il y a plus de 20 ans aujourd'hui, continue donc de nous enseigner. Maître Karama, vous semblez être le plus âgé d'entre nous. Hein. Vous connaissez mieux Norbert Zongo que nous. Comment vous l'avez connu? C'est vrai que je fais office de doyen. Oui, ça ne me rajeunit pas. Mais non, moi, j'ai découvert juste d'abord Norbert Zongo à l'université parce que j'étais fan de lecture. Et puis, j'entendais les aînés dire qu'il y avait un journal au début qui s'appelait La Clé. La Clé, dans lequel il écrivait et que les écrits étaient très bons à lire. J'ai appris à lire. Et puis après, L'Indépendant, qui à sa sortie souvent connaissait déjà une pénurie avant même d'arriver sur le marché. Et puis j'ai eu la chance de devenir avocat stagiaire au cabinet de Maître Sankara, qui, il faut le dire en passant, était l'avocat de Norbert Zongo. Donc là, j'ai eu l'occasion de rencontrer, je crois, 2 fois, une fois au journal et une fois au cabinet, mais vraiment à travers justement maître des stages, Maître Sankara. Merci à tous. On va s'arrêter un peu justement avec vous sur le dossier Norbert Zongo. Si on a envie de faire un rappel historique du dossier, qu'est-ce que vous pouvez nous raconter là-dessus? Peut-être que d'autres voix plus autorisées pourraient vous dire l'histoire de ce dossier, mais grosso modo, ce que moi je retiens de ce dossier, c'est qu'il a connu un long fleuve tumultueux. Parce qu'au départ, les grands axes, il faut se souvenir qu'à l'assassinat de Norbert Zongo, toutes les autorités compétentes à l'époque étaient réticentes à ouvrir une enquête sur ce dossier. Il a fallu la pression populaire pour qu'on mette sur pied une commission d'enquête indépendante, dont certains pourront mieux vous raconter son histoire parce que ça n'a pas été évident. Même pour la composition de la commission, il y a eu beaucoup de tractations, des négociations. Pour le fonctionnement de la commission, ça a encore été plus compliqué. Il a fallu arrondir quelques angles pour permettre que la commission puisse travailler. C'est à l'époque que Robert Mena, de Reporters sans frontières, fait son apparition sur la scène au Burkina. Ils ont beaucoup œuvré à ce que cette commission puisse être fonctionnelle. Et puis à la fin des travaux de la commission aussi, pour que le rapport puisse être pris en charge par la justice, ça a été un autre combat très dur. Le juge d'instruction a finalement pris en charge le rapport, mais on s'est aperçu que le rapport n'a jamais été vraiment utilisé par la justice. Et puis, je crois que ce qu'il y a d'essentiel à retenir, c'est qu'après avoir inculpé un individu, 2 ans après, il y a eu le non-lieu, c'est-à-dire que la justice a décidé de ne plus poursuivre cette affaire. Et que parce que les éléments ne permettaient d'inculper personne, ni celui qui avait déjà été inculpé, ni qui que ce soit d'autre. Et le dossier est allé aux archives du tribunal de grande instance de Ouagadougou. Il a fallu, après cela, attendre des années, je passe sous silence d'autres péripéties, pour qu'à l'avènement de l'insurrection, il y ait la réouverture du dossier. Mais justement, aujourd'hui, où on en est, le dossier où? On peut résumer par une phrase que beaucoup, qu'on aime utiliser au Burkina, le dossier est pendant. Ça veut dire qu'il est toujours entre les mains de la justice et qu'il suit son cours. Bon, mais il faut tout de même dire qu'il y a eu une évolution, parce que d'entrée, on a dit, c'est vrai, on dit qu'il piétine, mais quand même, entre ce que je vous ai raconté là tout à l'heure et aujourd'hui, avec l'inculpation de plusieurs personnes, dont, et c'est quand même notable, M. François Compaoré, et le lancement d'un mandat d'arrêt international contre lui, on peut dire que quand même, beaucoup d'eau ont coulé sous le pont.
Monsieur Zinamba, 22 ans que ça traîne, on réchauffe aujourd'hui, on ne réchauffe pas demain. Quel sentiment vous éprouvez 22 ans d'injustice comme ça? Il y a déjà le sentiment, je dirais, d'impatience. Déjà, parce que pour un crime comme celui-là, qui a été commis en 1998, on aurait souhaité que dans les meilleurs délais, mais vraiment des délais très proches, qu'il y ait justice pour Norbert et tous ses camarades sur la route de Sapoui qui ont été assassinés. Mais je pense que Maître a quand même rappelé historiquement ce qui s'est passé. Le dossier Norbert Zongo est un dossier à rebondissement permanent. On le classe, on le déclasse, on y envoie des informations nouvelles, mais il y a toujours derrière ce dossier-là un peuple mobilisé qui a intérêt et qui veille au grain pour que le dossier aille jusqu'à son dénouement final, notamment pour nous permettre de savoir qui a fait quoi, qui a envoyé faire quoi et véritablement quelle est la vérité de ce qui s'est passé sur la route de Sapoui et qui sont les assassins, qui sont les commanditaires. Le peuple a besoin de savoir. Au-delà de la justice qui sera rendue à Norbert et à tous les épris de justice, on a envie de savoir cette vérité-là. Parce que mine de rien, cette vérité, cette justice va certainement permettre au peuple de se réconcilier avec sa justice pour dire une fois de plus que les bourreaux se sont réconciliés avec les barreaux, comme on aime à le dire, mais aussi et surtout qu'aucun crime ne peut être commis par qui que ce soit, à quelque position que ce soit, et sans être pour autant jugé, quel que soit le temps que cela peut prendre. Mais nous sommes impatients et nous avons envie de voir ce dossier-là être jugé le plus tôt possible. Et on espère que grâce à la mobilisation populaire, on espère que grâce à la mobilisation de tous les épris de justice, que ce dénouement-là va arriver le plus tôt possible. Maintenant qu'on a inculpé quelqu'un comme François Compaoré, on espère véritablement qu'on n'est pas loin du bout du tunnel. Monsieur Oba, comment vous vivez ces 22 ans d'impunité? Bon, 22 ans de longue attente et une impunité qui a pratiquement fini par pousser des racines, qui a dépassé l'âge de la majorité. Et on espère que le bout du tunnel n'est véritablement plus loin. La meilleure constat qu'on fait, c'est que le dossier évolue au gré d'une certaine manière de la volonté politique. On est au regret de le dire. Il y a 2 jours de cela, nous avons eu l'occasion de recevoir le procureur du Faso, qui pour une première fois est venu au Centre national de presse Norbert Zongo et a animé donc un panel à l'intention des journalistes et de l'opinion. Et à l'occasion, je lui posais cette question. On a souvent l'habitude de dire que le temps de la justice n'est pas le temps médiatique. On en convient, mais on constate que le temps de la justice est véritablement le temps du politique au Burkina. Parce que M. Farama a fait le rappel tout de suite, le dossier en temps avait été classé, on a déclaré un non-lieu. Il a fallu qu'il y ait un événement politique majeur et qu'il y ait des acteurs politiques nouveaux qui viennent et avec cette volonté et avec la pression populaire décident de reprendre le dossier et de le rouvrir. Et aussitôt on a rouvert ça, les éléments nouveaux dont on disait qu'il y a faute d'éléments nouveaux, tout de suite on a retrouvé effectivement qu'il y avait des pièces à conviction par-ci par-là, on a rassemblé et puis on a commencé à reconstituer le puzzle. Vous vous rendez compte que c'est véritablement une question éminemment politique, naturellement peut-être parce que le dossier sur lequel Norbert Zongo travaillait et qui a conduit à son assassinat est d'abord lui-même politique. Donc il y a forcément de fortes implications politiques et aujourd'hui on espère que le nouveau temps qu'on semble voir va véritablement concrétiser les espoirs du peuple burkinabé. 22 ans d'injustice que Norbert Zongo et ses 3 compagnons ont été assassinés et c'est toujours l'impunité. Je crois que trop c'est trop. Maître Farama, M. Oba parle d'impunité, il parle justement de volonté politique qui semble noyer un peu cette affaire. Est-ce que vous êtes de cet avis? Quand on sait quand même qu'il y a eu une commission d'enquête indépendante qui est passée, qui a fait une enquête scientifique, qui a fait des analyses balistiques, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui dépasse là. Non, ce n'est pas une impression. Il faut tenir compte des circonstances politiques et sociales de l'époque d'ailleurs. Il faut peut-être rappeler certains faits. Historiquement, c'est bon pour permettre à tous les Burkinabés d'apprécier. Sinon, ça peut faire un peu procès d'intention. Il faut savoir que, comme l'a dit M. Oba, ce crime a lieu dans un contexte politique particulier. Parce que l'affaire sur laquelle Norbert Zongo travaillait à l'époque,
C'était une affaire qui concernait un certain David Ouedraogo. David Ouedraogo n'était personne d'autre que le chauffeur du petit frère de Blaise Compaoré, assassiné par les éléments de ce qu'on appelait à l'époque du Conseil de l'Entente. C'est le RSP, c'est l'ancêtre du RSP en réalité. Et puis Norbert Zongo a relayé, pratiquement le seul à l'époque, à relayer ces informations. Et évidemment, dans les circonstances de l'époque, le régime en place était, on va dire, le seul os dans la gorge du régime de l'époque, qui ne voulait pas que ça continue, parce que ça nuisait à son image, y compris au niveau national qu'international. Et puis c'est dans ces circonstances que, on va dire curieusement, Norbert Zongo est assassiné sur la route des Sapouilles, brûlé dans des conditions où l'enquête révèle que ça ne peut être que des professionnels, on va dire, de l'armement, donc des militaires, disons les mots, qui ont pu faire commettre ce crime. Donc à partir de ce moment-là, il faut savoir qu'on est en droit d'avoir des suspicions légitimes quant à la main du politique. Parce que la première personne indexée, c'est François Compaoré. Son frère aîné est le président de la République. L'affaire est piétine. Les juges qui sont nommés, ils ont des attitudes tout le moins douteuses. Je vous donne des exemples très simples. L'époque, le procureur général de l'époque, il y a eu d'abord le procureur général, Barry Abdoulaye, soit dit en passant, après qui est devenu conseiller à la présidence du Faso. Bon, chacun apprécie là comme il veut. Il y a eu le procureur du Faso, Yameru Draman, et puis Sayon Adama, qui, au-delà de leur comportement, leur prise de position, qui, il faut le dire, nous sommes prêts à avoir un débat contradictoire sur cela, se sont comportés plus comme des avocats de François Compaoré que comme des procureurs, comme ça se voit aujourd'hui, qui recherchent simplement la manifestation de la vérité. Et puis après, on a vu ce qui s'est passé. Par exemple, le procureur Yameru Draman a été après devenu ambassadeur de Burkina Faso au Nigeria. Des gens qui étaient supposés agir dans des postes où ils étaient totalement apolitiques. Chacun appréciera. Aujourd'hui, on peut encore faire ce parallèle. Même ceux qui sont là aujourd'hui, les tenants du MPP, notamment le président du Faso lui-même, Simon Compaoré, je peux citer ces deux-là, parce que quand même c'est deux tenors. Bon, Simon Compaoré, dans l'époque, dans les années donc 2000, lors des commémorations, il était le maire de Ouaga. Il s'est illustré à plusieurs reprises, de façon négative. Ce sont des faits vérifiables qu'il d'ailleurs n'a jamais contestés. C'était en 2001, je ne me souviens plus l'année précise, à Gunguin, il a eu maille à partir avec les manifestants, parce qu'il avait organisé un groupe de Louba pour disperser les manifestations pour la commémoration de l'assassinat de Norbert Zongo. Et il le disait, il essayait d'interdire certaines manifestations, il avait décrété certaines zones du centre-ville, zones rouges. Bon, aujourd'hui, ce monsieur est quand même un des tout puissants du régime. Bon, le président lui-même était un des proches du président de l'époque. Je ne l'ai jamais entendu prendre la parole pour soutenir la cause de tous ceux qui sont battus pour l'affaire Norbert Zongo. Mais aujourd'hui, ces personnes ont en main les clés de la République. Mais on est en droit de se poser des questions, ne serait-ce qu'à titre de questionnement. Est-ce qu'ils font ce qu'il faut pour que cette affaire aille jusqu'à son terme? Surtout quand on voit aujourd'hui leur attitude, leur position, c'est de dire il faut se réconcilier. Avec qui? Avec leurs anciens amis. Bon, je le dis, ce n'est pas dans le sens de provoquer, parce qu'ils ont été dans le même parti. C'était quand même des camarades, il faut s'en souvenir, d'un point de vue partidaire. Aujourd'hui, ils appellent à la réconciliation, au pardon entre eux. Est-ce qu'on n'est pas en droit d'avoir des craintes en se disant, mais s'ils veulent s'entendre entre eux, les uns voulant rentrer sans être inquiétés. Or, certains d'entre eux sont à même d'être inquiétés par l'affaire Norbert Zongo. Est-ce qu'on n'est pas en droit de penser qu'il peut se faire un deal sur le dos de ce dossier-là? Moi, ce sont des inquiétudes que j'émets. C'est pour cela qu'on a, comme vous dites, le sentiment que la justice se bat, mais qu'il y a des pesanteurs politiques qui font que, quand même, on peut craindre pour ce dossier à certains moments. D'accord. On va s'arrêter aussi, on reviendra sur ce point-là, mais on va s'arrêter aussi sur l'héritage politique, politique professionnel de Norbert Zongo. L'héritage professionnel de Norbert Zongo. Vous êtes journaliste. Qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui du journalisme d'investigation? Que devient ce journalisme-là au Burkina? Qu'est-ce qu'on retient du journalisme d'investigation? Je pense qu'on aurait pu penser que le journalisme d'investigation mourrait avec Norbert Zongo. Quand on regarde la cruauté avec laquelle il a été assassiné, lui et ses compagnons, c'est difficile d'imaginer que des gens aient pu oser encore à ces années-là de reprendre le flambeau. Or, il y en a eu. Vous savez que le journal L'Indépendant a tenu pendant longtemps. Aujourd'hui, on peut regretter que ce titre-là ait complètement disparu donc des rayons au Burkina.
donc ce qui est dommage. Mais on a vu tout de suite qu'il y a des journaux qui sont nés et qui essaient de faire exactement ce que Norbert Zongo faisait. À l'époque, on disait justement que Norbert Zongo a été assassiné aussi en partie parce qu'il était pratiquement un combattant solitaire. Voilà. Donc quand vous êtes seul, facilement vous êtes vulnérable. Et aujourd'hui, on peut quand même constater qu'il y a plusieurs titres qui essaient de faire de l'investigation. Et dans ces titres-là, il n'y a pas qu'un seul journaliste ou deux journalistes qui, d'une certaine manière, s'essaient à l'investigation. Donc, d'une certaine manière, un peu comme on le dit souvent à propos de Thomas Sankara, tuer Sankara, il y aura demain 100 ou 1000 sankaristes. On a bien envie de dire qu'on a tué Norbert Zongo, et puis aujourd'hui, il y a des centaines de Norbert Zongo. Ne serait-ce que ceux qui sont dans la profession de journaliste en tant que des journalistes professionnels, mais d'une certaine manière dans l'opinion, parce que le combat de Norbert Zongo, ça allait au-delà de la presse. La liberté de la presse n'est que la fille de la liberté d'expression. Et aujourd'hui, ce dont il faut le plus se réjouir, au-delà de la presse, c'est le fait que tous les citoyens, d'une certaine manière, sont libres d'exprimer leurs opinions. Et vous regardez d'ailleurs les médias burkinabés aujourd'hui, l'audiovisuel surtout, se remarque à travers l'interactivité. Vous remarquez qu'il y a beaucoup d'émissions interactives, à commencer d'abord au niveau de la radio, où les gens n'ont pas peur d'exprimer leurs opinions. Ce n'est pas le cas à l'époque de Norbert Zongo, parce que Norbert Zongo disait justement que presse burkinabé cherche opinion publique, à l'époque justement pour dire quoi, qu'il l'écrivait, et puis les gens, ils n'ont même pas le courage de lire l'Indépendant publiquement. Ils achètent le journal, ils rentrent le soir, ils s'asseyent dans leur salon, si ce n'est même pas dans leur chambre, pour lire le journal et puis le ranger et puis plus rien. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Dès lors qu'un papier d'investigation est publié, l'opinion lit, fait ses commentaires, souvent il y a des suites, souvent il n'y a pas de suites, mais véritablement il faut dire qu'il y a une nette évolution par rapport à l'époque de Norbert Zongo. Monsieur Zinaba, est-ce que justement cette nette évolution-là a permis d'éclore un peu la liberté de la presse, a permis d'ouvrir un peu les choses? Non, sans embâche, on peut le dire sans soucier. Norbert Zongo a ouvert un chapitre, donc il a renforcé des libertés qui existaient, mais aujourd'hui, avec la multitude d'organes de presse et surtout de professionnels de journaux ou de professionnels journalistes qui interviennent ne serait-ce que dans la simple sphère de la liberté d'expression dans le journal ou du moins dans l'investigation, on est en droit de se dire que de plus en plus ces libertés-là se sont plus ou moins agrandies. Au-delà, et ça il faut être très clair là-dessus, Norbert Zongo, c'était également celui qui écrivait, mais c'était aussi le militant qui savait aussi descendre dans la rue avec les autres pour défendre les causes juste au-delà de simplement écrire. Et je pense que c'est aussi cet héritage-là qui reste et qui permet à des jeunes comme nous de se dire l'exemple de Norbert Zongo doit servir. L'exemple de Norbert Zongo doit nous emmener à nous dire que quelqu'un qui s'est battu pour une cause juste ne doit pas être simplement assassiné et mort pour que ça. S'il y a un relais de cette cause juste-là, s'il y a une continuité du combat, si effectivement ceux qui reprennent le flambeau continuent ce combat-là naturellement, on est en droit de se dire que Norbert Zongo a travaillé à cela. Moi, je me pose une question. Malgré l'insurrection, on a fondé beaucoup d'espoir sur la réouverture de ce dossier-là à partir de l'insurrection. On a constaté que finalement, rien n'a changé. On n'a pas du tout évolué. Tous les espoirs, à la limite, même, sont tombés. Qu'est-ce qui explique ça? Pourtant, c'est les mêmes acteurs qui sont toujours au pouvoir aujourd'hui. Bon, je crois qu'il faut quand même faire une analyse froide de la situation. D'abord, je voudrais revenir sur quelque chose d'essentiel qu'on ne dit pas souvent. Vous savez, l'affaire Norbert Zongo en soi-même, nous nous battons pour que justice soit rendue à Norbert Zongo, mais il ne faut pas oublier que l'affaire Norbert Zongo n'est qu'un emblème. C'est l'emblème d'une lutte, la lutte pour la consolidation des libertés démocratiques au Burkina. Parce qu'il faut rappeler aux plus jeunes que dans les années 90, ce qui s'est passé dans ce pays, il y a des esprits aujourd'hui plus jeunes qui ne peuvent même pas l'imaginer. C'est-à-dire que dans les années 90, il faut savoir que de 90 à 2000, le nombre de disparus, de morts, encore en mémoire, parce que l'année passée, nous avions le dossier d'Abou Boukari que nous avons défendu. D'Abou Boukari est mort en 90, vous savez, c'était un étudiant enlevé avec d'autres étudiants, assassiné, son corps a été jeté dans une voiture, on a transporté jusqu'à Pau, on l'a enterré à 10 mètres au bord de la rue en allant vers le Ghana. Après ça, vous demanderez à Sarah Sérémé, elle vous dira ce qu'il y a eu comme
et puis il y a beaucoup de victimes anonymes que beaucoup de jeunes ne connaissent pas, qui ont subi des tortures à la Sûreté nationale, le sous-sol. Bref, et puis Norbert Zongo, ça veut dire qu'il y a une histoire de combat dans ce pays. Évidemment, dans l'anonymat, la plupart des héros burkinabés sont anonymes. Et puis arrive Norbert Zongo, qui lui, de par sa profession, comme la mienne par exemple, qui me permet d'être au contact avec le public, qui fait que je peux être vu d'une façon ou d'une autre, mais enfin, moi je ne suis qu'un porte-parole des idées des autres, un peu comme Norbert Zongo. Mais malheureusement, c'est que le régime ne comprenait pas, n'a pas compris. Il a vu en Norbert Zongo un combattant solitaire, quelqu'un qui était juste un loup solitaire qui essayait de se battre pour des libertés. Mais non, il n'était que le porte-flambeau de tous ces anonymes qui étaient derrière, qui se battaient, torturés, qui n'avaient pas l'occasion d'être connus. Mais malheureusement, il assassine. Il assassine, c'est le déclic. C'est le déclic, la révolte de ce peuple pour dire, mais attendez, on a tellement vécu des choses dans ce pays. C'est lui-là, le seul qui semblait être le porte-flambeau visible de tout ce qui luttait dans l'ombre, mais vous l'assassinez, c'est-à-dire que vous vous prenez en fait pour le maître de ce pays. Et là, on ne peut pas l'accepter. D'où, vous voyez, cette éclosion. Et pour revenir maintenant à la question que vous posez sur l'insurrection. Mais non, mais il ne faut pas que les uns et les autres s'étonnent. Hein. Vous savez, c'est ce que je disais, si vous prenez le dossier comme un emblème, quand on dit aujourd'hui que le dossier piétine, il piétine à l'aune de ce que les dirigeants de ce pays-là, ont des libertés démocratiques. Aujourd'hui, il n'y a pas que l'affaire Norbert Zongo qui souffre. Hein. Et regardez le recul qu'ils essayent d'imposer dans les libertés démocratiques. Demandez aux journalistes, enfin vous êtes vous-même journaliste, moi je dis, sous Blaise Compaoré, bon c'est vrai qu'on a vécu des choses, c'était un état policier, mais là on pensait être passé à une phase démocratique avec des gens qui sont venus en disant on emmène la démocratie à un autre niveau, mais regardez les décisions qu'ils prennent, regardez les actes qu'ils posent, regardez les lois qu'ils essaient de mettre en place, qui sont des lois liberticides. Bon, donc il ne faut pas s'étonner, l'affaire Norbert Zongo en réalité n'est que le reflet de l'état d'esprit, le traitement de l'affaire, de l'état d'esprit des hommes politiques d'aujourd'hui. Et si, évidemment, pendant l'insurrection, ça a connu une sorte de rebond, c'est parce qu'évidemment, il y avait un air populaire qui voulait qu'il en soit ainsi. Et à l'époque, d'ailleurs, moi je disais, attention à la démagogie, attention au populisme. Et j'ai dit, bon, quand on vient et qu'on dit, on va sortir l'affaire Norbert Zongo, la faire juger, je dis non, c'est pas ce que le peuple demande. Le peuple demande qu'on instaure une justice crédible, pour de bon, aussi bien pour l'affaire Norbert Zongo que pour le paysan de Kayanavio, que pour toute personne qui... Oh, on n'a pas mis ça en avant. Bon, évidemment, ça a été l'une de ces insuffisances, la gestion de cette situation post-insurrectionnelle. Mais, je répète et j'en termine là, il ne faut pas oublier, moi je dis dans cette affaire, très souvent, on pense trop au procès. Mais en réalité, c'est comme dans un voyage, hein, la trajectoire est aussi importante que la destination. Vous savez, le combat de ce dossier, dans ce dossier, nous a permis de garder à un niveau donné, on va dire, les marges démocratiques dont nous jouissons. S'il n'y avait pas ces dossiers symboliques, emblématiques, Norbert Zongo, Thomas Sankara, Dabo Boukari, je vous assure qu'on n'aurait pas perçu que le peuple burkinabé est mobilisé pour qu'aujourd'hui, le niveau des libertés démocratiques, notamment la liberté d'expression et de presse, ne soit pas en recul. Et ça, c'est important. Donc, ne nous focalisons pas uniquement sur le procès. Moi, un jour ou l'autre, je sais qu'il y aura un procès. Mais après le procès, ça n'arrêtera pas la lutte pour les libertés démocratiques. Aujourd'hui, vous avez l'impression que les libertés démocratiques sont en recul? Ah oui, ce régime a beaucoup fait pour faire reculer les libertés démocratiques. Sauf que, mais vous avez vu qu'aujourd'hui, je fais un parallèle. Dans les années 90, moi je suis des étudiants qui sont de la promotion des années 90, écoutez, ce que je dis là aujourd'hui, quand on tenait des meetings sur le campus, il y avait des guetteurs. C'est-à-dire qu'il faut tenir des meetings et voir si des militaires n'arrivent pas à un moment donné ou à un autre. Allez voir aujourd'hui les étudiants, si quand ils tiennent des meetings, ils mettent des guetteurs. Ils n'ont pas besoin de guetteurs. Vous leur demandez d'aller tenir un meeting aujourd'hui à la présidence du Faso, ils iront, ils tiendront leur meeting. Vous voyez? Donc, c'est vrai qu'on essaye de réprimer les libertés, mais le peuple a atteint un niveau de conscience politique aujourd'hui qui fait que personne ne pourra le faire reculer encore, on va dire dans les pénombres desquels on est sorti dans les années 90. Est-ce que, M. Zinaba, avant de vous remettre la parole à vous, M. Oma, est-ce que justement la jeunesse aujourd'hui a fondé beaucoup d'espoir dans le dénouement de ce dossier-là, pour espérer des lendemains meilleurs pour le Burkina?
Non, mais pour reprendre ce que disait Maître tout à l'heure, je pense que le dossier fait partie de ce qu'on appelle les dossiers emblématiques. Il y a le dossier Thomas Sankara, il y a le dossier Dabo Boukari, il y a le dossier Norbert Zongo, mais c'est aussi des dossiers qui, une fois qu'ils ont un dénouement, ce sera le couronnement, naturellement, d'un combat et d'une étape de combat. Une étape de combat qui va nous amener vers, on l'espère, la justice, mais aussi la vérité. Parce que, mine de rien, tous ceux qui se sont mobilisés à partir du 14 décembre 1998 jusqu'à aujourd'hui sont restés focus sur l'intérêt supérieur de faire en sorte qu'un crime comme celui-là et tous les autres crimes ne restent pas des crimes impunis. Déjà, pour le Burkina Faso, déjà pour les libertés individuelles, déjà pour construire une justice au service des masses, naturellement, on doit arriver à une situation où ce dossier-là, il est jugé et on découvre effectivement qui sont ceux qui ont été les commanditaires ou les assassins. Au-delà de ça, le dossier Norbert Zongo est un peu une soupape pour cette jeunesse-là, pour ces organisations, pour ce peuple-là, pour se dire effectivement que un lièvre levé, une situation dépeinte, une situation catastrophique dépeinte, naturellement qu'on ne peut plus toucher un journaliste parce qu'il a levé un lièvre ou parce qu'il a mis sur la table un dossier ou du moins un crime sur lequel il faudra rapidement apporter une réponse. Au-delà de ça, en jugeant le dossier Norbert Zongo ou en faisant en sorte qu'on sache la vérité et la justice sur le dossier Norbert Zongo, ça renforce tous les épris de justice dans leur quête perpétuelle et permanente, effectivement, d'avoir une situation où on est dans un pays où les crimes sont commis, s'ils sont commis, et on espère qu'ils ne vont pas être commis, mais si des crimes sont commis, que ces crimes-là puissent être punis. Ça permet aussi de tenir en laisse un certain nombre de dirigeants et un certain nombre de personnes qui se pensaient tout permis. À l'époque, on disait, et ça je le tiens de nos grands frères et de nos parents dans la lutte, que si tu fais, on te fait et il n'y a rien. Il faut qu'on arrive à une situation où, si tu fais, naturellement, tu réponds de tes actes. Mais il faut qu'on arrive à une situation même où on n'a même pas l'intention de faire. Ce n'est même pas l'acte. Il faut arriver à une situation où les libertés sont tellement fondamentales, elles sont tellement codifiées pour nous tous, qu'on n'ait même pas une intention manifeste de commettre un crime quelconque, qu'il soit un crime économique ou qu'il soit un crime de sang. Et c'est vers ça qu'il faut qu'on y aille. Monsieur Oda, on a fondé beaucoup d'espoir en insurrection. Aujourd'hui, c'est comme si tout tombe à l'eau. Non, bon, peut-être sur plusieurs aspects, mais particulièrement sur le dossier Norbert Zongo, je crois que il ne faut pas aussi désespérer que ça, et il ne faut pas dire surtout que rien n'a été fait. C'est déjà quelque chose que le dossier ait été réouvert. C'est quelque chose qu'un jour on ait pu appréhender quelqu'un comme François Compaoré dans un aéroport et qu'il soit entendu et qu'il y ait eu des actes qui ont été pris pour l'extradier, même si aujourd'hui on attend encore une décision finale. C'est beaucoup de choses. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de quoi désespérer. La justice de l'homme est en train de faire son œuvre, ça prendra le temps que ça prendra. Il y a quelques jours, je suivais un documentaire, je crois, réalisé par le MBDHP sur la lutte du collectif, et je revoyais encore Tolé Sagnon qui expliquait que dès le lendemain du 13 décembre, lorsqu'ils ont commencé à s'organiser, les premiers pas du collectif, il a eu à avertir des gens. Attendez, cette lutte-là, le résultat, ce n'est pas pour demain, ce n'est pas pour après-demain, c'est une longue lutte que nous sommes en train de préparer. Donc c'est Tolé Sagnon qui disait ça, et ça déjà c'était depuis 98-99. Aujourd'hui, 22 ans après, vous vous rendez compte que c'est une réalité. On ne peut pas espérer que le dossier soit jugé aussitôt. Mais c'est déjà beaucoup de choses qui ont été faites jusque-là. Et il faut se réjouir et il faut se dire que la lutte elle doit être dynamique, il faut continuer. Ça va être peut-être une sorte de course de relais parce que de 98 à aujourd'hui, beaucoup d'eau ont coulé sur le pont. On a perdu beaucoup de combattants des premières heures qui malheureusement n'auront pas le bonheur de voir dans le dénouement de cette justice. Et nous, on l'espère voir ça, mais sans aucune certitude. Donc, il faut véritablement que le combat continue. Et une chose aussi qui est importante, c'est Joseph Kizerbo, n'est-ce pas, qui le dit, il n'y a pas qu'un seul tribunal. Il y a plusieurs tribunaux. Donc, aujourd'hui, nous, on espère la justice des hommes, mais il y a la justice de Dieu. Et il y a le tribunal de l'histoire.
Aujourd'hui, d'une certaine manière, ceux qui ont assassiné Norbert Zongo ont déjà payé d'une manière ou d'une autre pour ce crime-là. Je vous laisse seulement faire vous-même votre propre bilan. D'une manière ou d'une autre, ils ont payé pour ce crime-là. Vous vous imaginez, regardez 2012-2013 à côté là, on ne s'imaginait pas qu'on aurait pu aboutir au changement auquel on est aujourd'hui. Du moins au renversement, même si aujourd'hui, bon, le changement c'est quoi? On peut dire que ce n'est pas un changement qualitatif, mais on a véritablement fait un grand pas. Et il y a des gens qui se pensaient intouchables. Aujourd'hui, ils sont où? Le procès du putsch. Vous imaginez? Donc, moi je pense qu'il y a plusieurs tribunaux, comme le dit le professeur Joseph Kizerbo, et qu'un jour ou l'autre, le tribunal des hommes aussi rendra forcément son verdict sur l'affaire Norbert Zongo. Maître Farama, vous avez parlé de ça tout à l'heure. On a vu comment Norbert Zongo a été assassiné de façon violente, hein, avec le feu même. Est-ce que vous pensez qu'il faut exorciser ce crime-là pour le Burkina Faso? Oui, par la lutte que ce peuple mène, l'espoir du procès, dans cette attente-là, mais évidemment, le peuple recherche un effet cathartique, hein, c'est clair. C'est-à-dire que lorsque nous arrivons à ce jugement, il y aura quelque chose qui se sera passé. Il y aura eu, je veux dire, un gros déclic au sein des consciences, hein, dans ce peuple. Mais je voudrais revenir sur un point que M. Oba a soulevé tout à l'heure. Vous savez, très souvent, le peuple burkinabé minimise les acquis, hein, de ces combats. Parce qu'il est un peuple d'un niveau politique tellement élevé, je lui dis, je vous demande juste de faire la comparaison avec la sous-région, hein, ouest-africaine, tellement élevé qu'il considère que certaines choses sont très minimes. Et regardez, faites un peu l'histoire de tous les pays. Quel est le pays dans lequel, où il y a eu des crimes pires que, enfin il n'y a pas de crimes pires que celui-là, mais je veux dire, où il y a eu des crimes aussi horribles en tout cas que l'assassinat de Norbert Zongo. Quel est le peuple qui a pu se mobiliser 22 ans durant, réclamant justice et vérité, pour un fait qui ne concerne pas, je veux dire, Norbert Zongo c'était un journaliste, bah, vous allez dans des campagnes, des gens qui ne lisaient jamais le journal, mais sont offusqués par ce crime-là. Quel est le peuple qui a pu un jour, après quand même, on va dire, près de 20 ans de pouvoir autocratique, faire partir un régime sans que personne ne s'y attende? Quel est ce peuple-là qui, chaque jour, se met dans le front de la lutte en refusant qu'on le ramène en arrière sur des acquis déjà, on va dire, consolidés? Mais il y a pour moi dans la sous-région que le peuple burkinabé. Ce que dit, regardez, aujourd'hui, M. Oba en parlait, combien de journalistes d'investigation il y a aujourd'hui au Burkina? Et quelle est la liberté de ton de ces journalistes? Qu'on ne leur a pas donné, hein, qu'ils ont conquis, ces journalistes ont conquis. Moi, je vais dans la sous-région, je fais toujours, quand on me dit que la presse burkinabé, elle est ceci, bon, souvent on dit qu'on me taxe d'être pro-défenseur de la presse. Non, mais si je fais des comparaisons, moi je vais dans la sous-région, je vois que la plupart des journaux, hein, qui ont pignon sur rue, c'est des journaux partidaires. Hein, en Côte d'Ivoire, on vous parlera de journaux de plusieurs couleurs, je ne vais pas y revenir. Ils appartiennent à des partis. Au Burkina, vous avez des journalistes qui prennent le parti libre et indépendant, de mener un combat qui a un sens pour tout le peuple, mais en sachant qu'ils mettent en péril leur vie après, hein, l'assassinat de Norbert Zongo. Voilà pourquoi moi je dis qu'il faut que quand même nous retenions qu'au Burkina, il y a un avant et un après Norbert Zongo. Et ça, franchement, le prix qu'il a payé comme couronnement de la lutte de ce peuple-là, c'est un prix, hein, qui, moi je le dis, aujourd'hui vaut la peine, hein, d'être savouré. Quand même, il y a quelques inquiétudes. C'est vrai qu'on va savourer le prix. On a envie de se demander aujourd'hui au gouvernement, on a quand même 4 fortes personnalités qui ont porté l'étendard de la lutte, hein, pour la liberté de la presse. Non, c'est sérieux. On a quand même Chérif Sy, qui est ministre de la Défense, qui a porté la lutte de l'assassinat de Norbert Zongo. On a Alpha Bari, qui est ministre des Affaires étrangères. On a Rémi Dongini, qui est ministre de l'Information, qui a également porté la lutte. On a même René Bagoro. Mais on a l'impression que rien ne se fait. On a l'impression qu'ils sont quelque peu impuissants même. Hein. Quel est votre regard là-dessus, M. Oba? Aujourd'hui, malheureusement, on est peut-être dans un réel piège.
Parce qu'on vous dira que depuis les États généraux, bien comme on les a appelés de la justice, il y a eu des réformes et on a complètement déconnecté l'appareil judiciaire donc de l'appareil exécutif. Ce qui est vrai quand on regarde effectivement dans le texte. On vous dira que c'est le juge qui fait ce qu'il veut et à certains moments, effectivement, les juges ont eu l'occasion d'une certaine manière de nous le prouver, donc en mettant en mal même les personnalités de l'exécutif. Donc aujourd'hui, si nous, on regarde ces personnalités-là pour dire qu'elles n'ont rien fait pour que la justice avance, on va nous dire en bon, est-ce que c'est l'exécutif qui fait avancer la justice ou bien c'est la justice qui fait son travail? On va encore nous ramener donc l'argument de la séparation des pouvoirs. Mais il y a quand même une chose qui est là. On ne dit pas de faire le travail de la justice à la place de la justice, mais on veut toujours les sentir à nos côtés. Est-ce que vous pensez qu'une des 4 personnalités que vous avez citées là, parce que le 13 décembre 2020, donc nous allons avoir un dépôt de jet de fleurs au cimetière de Gongain sur la tombe de Norbert Zongo et de ses compagnons. Et ensuite, on va avoir un meeting à la place de la nation. Est-ce que vous espériez rencontrer à ces rassemblements-là une de ces personnalités-là qui viennent? Ce n'est pas parce qu'ils sont ministres qu'ils ne sont pas libres de leur mouvement, de leur engagement. Est-ce qu'ils se sentent toujours appartenir à ce mouvement-là qu'ils ont contribué d'une certaine manière à asseoir? C'est ça aujourd'hui la vraie question. Moi, j'ai vu dernièrement, quand on parlait justement de certains reculs, j'ai vu dernièrement un communiqué du gouvernement qui menace les élèves qui commencent à manifester dans le mois de décembre. Des menaces graves. On est tous d'accord que des élèves ne peuvent pas manifester d'une certaine manière destruction de biens, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais on sait tous l'esprit qu'il y a dans ces manifestations au mois de décembre. C'est lié à l'affaire Flavien Nebié, c'est lié à l'affaire Norbert Zongo et de tous ceux qui sont morts dans le cas de cette affaire-là. Et on voit le gouvernement qui menace. Au même moment, vous savez qu'il y a quelques semaines seulement, on a assisté à des agressions contre des journalistes. Donc, dans ce gouvernement où on a effectivement des journalistes, où on a des gens qui ont appartenu donc à cette lutte dont nous sommes en train de parler. Je n'ai pas vu un communiqué du gouvernement qui dit « Ah, attention, effectivement, ça devient récurrent, ces menaces-là contre les journalistes. » Vous savez que l'Adjibama avait été ciblé, sa voiture avait été, avait fait l'objet d'une attaque au cocktail Molotov avec incendie. Dernièrement, c'était Siri Baoula. Il y a eu le secrétaire général du Sinatic, Siriki Dramé. On ne sait pas d'où ça vient ces menaces, on ne sait pas si c'est sérieux, si ce n'est pas sérieux, mais c'est quand même un gouvernement qui gère ce pays qui peut d'une certaine manière s'inquiéter. Maître Faraman, comment vous réagissez à ça? Moi, je pense que, au-delà de la contradiction qu'on peut percevoir sur les valeurs prônées par certaines personnes hier et celles que révèlent leurs actes d'aujourd'hui, il faut aller dans une appréciation plus en profondeur. Vous avez cité 4 personnes avec qui moi j'ai eu le plaisir quelquefois de travailler, même au centre de presse ici. Bon, je ne veux pas m'attarder sur leur personne. Ils sont libres d'échanger d'opinion. Mais moi, je crois que la grande leçon qu'on doit tirer de cela, c'est qu'aujourd'hui, finalement, on doit être conscient, après avoir vu ces cas, comme d'autres cas avant eux, que le changement d'individu en soi-même n'est pas porteur d'alternative. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'on a l'impression que si on prend Maître Faraman aujourd'hui, excusez-moi, qui raconte beaucoup de choses qui sont prétendument ses valeurs, et qu'on le met dans n'importe quel système, il changera le système. Il ne faut pas se tromper, ce n'est pas vrai. Et moi, je crois que c'est l'erreur que quelquefois, certains camarades dans le combat ont commis. C'est-à-dire de penser que je peux aller dans un système qui est un système qui a sa voie, qui a son chemin, qui a ses valeurs, et puis changer le système. Parce que vous vous attardez sur les 4, pas les 4. Moi, je veux être plus large. Regardez le gouvernement dans sa composition. Je peux dire que quand même au tiers au moins, il est composé de jeunes, parce que on peut citer Sango, qui a été Bari Taïrou, que j'ai connu à l'université, ces deux, je les ai connus, je les cite parce que je les ai connus. On peut citer bien d'autres, plus jeunes encore, mais qui ont été de tous les combats aussi, que ces 4 que vous avez cités ont mené. Mais regardez qu'est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui dans ce gouvernement. Mais je crois que il faut que, peut-être de façon froide, on comprenne la situation. Non, ils ne changeront rien, ils ne pourront rien changer. Et que nous tous, autant que nous sommes assis sur cette table, on nous mettra dans ce gouvernement, dans ces conditions, dans ce système-là. Ne vous trompez pas, vous ne ferez rien, on ne fera rien. Pourquoi faire rien? Le système, c'est quoi qui fait problème dedans? Parce que, madame,
vous devez comprendre que ceux qui ont pris le pouvoir, ils ne l'ont pas pris pour que vienne un jour nouveau. Qui sont ceux qui ont pris le pouvoir? Ceux qui ont pris le pouvoir, ce n'est pas autre chose qu'un pan banni de l'aile autoritaire au pouvoir à l'époque. En réalité, comme disait Père son âme, Saïd Diallo, ils ont dû aller dans ce chemin-là pour chercher leur nez. Parce que leurs anciens camarades voulaient leur faire la peau. Ils ne sont rien d'autre que l'excroissance dans l'ancien système. Mais écoutez, l'ancien système, qu'est-ce qu'il était? C'était un système prédateur. Prédateur de richesse, prédateur de liberté, jusqu'à pouvoir tuer Norbert Zongo. Ont participé à ce système. Et croyez-moi, s'ils se sont séparés à un moment donné ou un autre, c'est parce que leurs intérêts, on va dire claniques, divergeaient. Mais ce n'est pas parce qu'ils avaient envie de changer le système. Quand ils sont allés reconstituer un parti politique pour revenir, ne croyez pas que c'était pour changer des choses. C'était pour pouvoir être des héritiers du système qui voyaient moribond. Mais donc, dans ces conditions, quand ils viennent, aujourd'hui par exemple, dire qu'il faut faire justice dans l'affaire Norbert Zongo, ça veut dire qu'il faut faire justice dans l'affaire Thomas Sankara, ça veut dire qu'il faut faire justice dans l'affaire Dabo Boukari. Croyez-moi, le président quand il dit, parlons concrètement, quand il dit moi je veux faire venir Blaise Compaoré, vous croyez qu'il ne sait pas que faire venir Blaise Compaoré est antinomique, enfin dans des conditions qu'il veut, est antinomique avec faire justice dans l'affaire Thomas Sankara? Est-ce qu'on peut faire justice dans l'affaire Thomas Sankara avec Blaise Compaoré assis à Zignaré dans son palais, alors qu'il est les premiers acteurs accusés dans l'assassinat de Thomas Sankara? Mais pourtant c'est ce qu'il vous dit, et c'est ce qu'il nous dit depuis. Je veux faire venir Blaise Compaoré. C'est vrai qu'entre-temps, il a compris que ça pouvait faire, il a essayé de faire recul, mais ne vous y trompez pas. Tout ce qu'ils font aujourd'hui est mettre en œuvre. Il a parlé de vous êtes là, toute cette communication qui est mise en œuvre pour dire il faut la réconciliation, le pardon. C'est pour vous dire à vous et à nous. Mais écoutez, vos histoires de Norbert Zongo, de Thomas Sankara, de Dabo Boukari, c'est bien, hein? On a compris. Mais attendez, vous aussi, ça fait 30 ans qu'ils sont morts. À un moment donné, passons à autre chose. Faisons venir Blaise, asseyons-nous, faisons la réconciliation. Vous savez la réconciliation de quoi il s'agit? On va dire oui, on est d'accord. Sankara est mort. Norbert Zongo est mort, Dabo Boukari est mort, bien d'autres personnes sont mortes. Oui, on est d'accord. Oui, il y a la justice. Vous savez, on a inculpé des gens. Mais est-ce qu'on ne peut pas s'entendre? Comme dit Herman, le tenant, la justice transitionnelle. Est-ce qu'on ne peut pas faire un type de justice où on n'a pas besoin de condamner quelqu'un? On va dire oui, c'est vrai, ils ont commis des fautes parce qu'ils étaient au pouvoir. Mais asseyons-nous, en Afrique, on se pardonne, pardonnons-nous et repartons sur des bases nouvelles. Ne vous y trompez pas. C'est ça leurs ambitions. C'est ça le système aujourd'hui qui emploie Danjinou, qui emploie Bari et qui emploie tous les autres. Bon, donc, écoutez, moi, ce qui peut-être me chagrine, c'est de les avoir connus à titre personnel, ensuite des valeurs, et de les voir aujourd'hui être obligés de régner leurs propres valeurs. Enfin, si tant est que c'était leur valeur. C'est là toute la question en réalité. Mais justement, on a envie de se poser dans ce contexte-là la question de l'indépendance même de la justice. Parce qu'on y a cru. La justice, après les États généraux, ont réclamé beaucoup de liberté, beaucoup d'indépendance. On le leur a accordé. Mais est-ce qu'aujourd'hui la justice est véritablement indépendante? Si oui, pourquoi elle ne rend pas justice pour Norbert Zongo, M. Roba? Quand on dit ça de façon impersonnelle comme ça peut être un vrai sujet de débat. Mais c'est l'indépendance du juge qui confère à la justice son indépendance. Nous, on était à une époque où on voyait manifestement que du point de vue des textes, la justice était bien d'une certaine manière dépendante de l'exécutif. À partir du moment où le Conseil supérieur de la magistrature était présidé par des personnalités de l'exécutif, d'une certaine manière, c'est eux qui décident. Mais à partir du moment où il y a toutes ces déconnexions-là, aujourd'hui, il faut constater qu'on a fait un grand bond en matière d'indépendance de la justice. Mais ça ne suffit pas, parce que vous savez, on avait prévenu, avant même qu'effectivement on accède donc à ce nouveau régime-là en termes de textes au niveau de la magistrature. Pour dire que quoi? Ce n'est pas les textes le problème, c'est l'individu d'abord. Vous êtes dans un système, si le système vous convient, vous fonctionnez dedans. Si le système ne vous convient pas, vous sortez du système. On est en train de parler de Norbert Zongo. Vous savez où est-ce que Norbert Zongo a commencé son journalisme? C'était un journaliste fonctionnaire. C'était un journaliste de citoyen. Il était un citoyen, il produisait des articles qui n'étaient pas valorisés, qui n'étaient même pas publiés. Et puis à un certain moment, il a compris qu'il ne pouvait rien changer à citoyen. S'il était resté à citoyen, on ne serait pas assis en train de parler de Norbert Zongo. Il ne serait peut-être pas mort, mais en tout cas, il n'aurait pas été cette figure-là qu'il est aujourd'hui. Il est sorti de l'indépendant et il a créé
son chemin. Donc les acteurs qui sont à l'intérieur de la justice, d'une certaine manière, c'est à eux de prendre leur indépendance. Et je crois que c'est déjà un plus que les textes aujourd'hui leur donnent plus de liberté, mais on ne peut compter véritablement que sur ces individus-là, ce qu'ils sont eux-mêmes intrinsèquement. Est-ce qu'on a des juges qui veulent faire la justice dans les dossiers de crimes? Après, on peut évoquer la question des moyens, mais quand on continue de faire comme on a l'habitude de voir que c'est les moyens qui font défaut et que la justice n'arrive pas à travailler, véritablement, je pense qu'on est sur le mauvais chemin. Monsieur Asmani? Il y a un constat qui est clair aujourd'hui. On a beau évoluer dans les textes, ce qui est bien, c'est une avancée. On a beau évoluer dans le discours, ce qui est bien, c'est une avancée. En disant, allez maintenant, on n'a plus des juges autres, on a une justice qui est un pouvoir à part entière, qui naturellement statue et qui n'a pas d'ordre à recevoir de quotient ou de quelque part que ce soit. Tout ça c'est bien. Mais dans les faits, en fait, on est au regret de constater effectivement que cette justice-là n'est pas si indépendante que ça. Ah. Parce que si elle était indépendante au point où effectivement elle jouissait de toute sa liberté et qu'il y avait même dans l'esprit des juges, attention, il y avait dans l'esprit des juges une volonté de se déconnecter du pouvoir politique ou de tout autre pouvoir, mais pour rendre justice comme il se doit, naturellement on aurait fait avancer beaucoup de dossiers. Sous le pouvoir, les 5 années du président Kaboré, on a eu tellement de dossiers qu'on aurait pu faire avancer, ne serait-ce qu'en un seul clic, mais on n'a pas avancé là-dessus. Ce n'est pas des dossiers anciens. On peut dire le dossier Norbert Zongo, on peut dire le dossier Thomas Sankara et ainsi de suite, mais il y a eu des crimes économiques qu'on aurait pu faire avancer, où le juge pouvait s'auto-saisir. Mais il y a des réflexes d'hier qui n'ont pas changé chez certaines personnes. Donc la première liberté, la première conscience déjà d'indépendance, là, au-delà des textes et tout, c'est déjà la conscience du juge, c'est la conscience de l'homme qui est au tribunal, c'est la conscience de ces acteurs-là. Mais est-ce qu'ils ont conscience aujourd'hui, effectivement, qu'ils doivent se départir de leurs habitudes d'hier? Malheureusement, jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore fait ce pas-là. Donc on a beau changer les textes, il y a une certaine forme de coupole, une épée de Damoclès qui plane encore sur les esprits et les têtes des uns et des autres, qui se disent d'ailleurs qu'ils sont dans la normalité. Maître Paramo, la justice n'est pas indépendante? Je pense que pour parler de l'indépendance de la justice, il nous faudrait au moins 4 heures de temps. Je dois faire un débat à part, mais on n'a pas cela. Mais moi, je vais aller droit au but. Vous savez, j'ai toujours dit et je pense, je ne suis pas le seul à le penser, il n'y a pas de justice indépendante. Il y a des juges indépendants, mais c'est un débat plus profond que cela. Vous savez, dans mes lectures, j'ai vu que Blaise Compaoré, quand il était ministre de la Justice à l'époque, il avait écrit quelque part que la justice, il a repris juste un précepte politique bien connu, il disait que la justice n'est que l'instrument du pouvoir. Ce n'est qu'un instrument de pouvoir. Ça, on a trop tendance à l'oublier. Vous savez, quand vous êtes dans le système dans lequel nous sommes, la justice n'est que le reflet de ce système. Vous aurez une justice indépendante dans le sens où les gens veulent l'entendre, c'est-à-dire qu'une justice au service du peuple, que lorsque vous aurez un pouvoir du peuple. Et là, vous aurez une justice du peuple. Mais quand vous avez un pouvoir qui est là, qui n'est pas un pouvoir populaire, il ne faut pas vous attendre à avoir une justice populaire. Vous savez, il faut être pragmatique. Regardez l'affaire Norbert Zongo. L'extradition de François Compaoré. La première fois qu'on en a parlé, est-ce que vous vous souvenez c'était à quelle occasion? Lorsque Macron est venu à Ouaga, à l'université de Ouaga, avec le président Roch-Marc Christian Kaboré. Vous pensez que c'était de la justice? C'est des acteurs de justice qui parlaient? Mais c'est des acteurs politiques. Pourtant, c'est à cette occasion, à l'occasion d'une activité politique, où le président français il dit ben, je prends l'engagement de tout mettre en œuvre. Ne vous trompez pas, il sait que la justice est indépendante, enfin supposée indépendante, mais il dit je prends l'engagement de tout mettre en œuvre pour que François Compaoré soit extradé. Et il s'empresse d'ajouter la formule magique qu'on connaît tous, évidemment dans le respect des lois et règlements de notre pays. Et il a aussi promis des archives sur l'affaire. Donc vous voyez, et effectivement, depuis qu'il a dit cela, quand il est reparti, ben, la machine s'est enclenchée, bon, une partie des archives est venue. C'est tout juste pour vous montrer à quel point les questions de justice, contrairement à ce qu'on croit, sont éminemment politiques.
Et c'est d'ailleurs en cela que je critique le régime en place. Et je dis, tantôt ils font semblant de booster le dossier pour tirer les bénéfices politiques, mais ils n'en font pas assez. Parce que la question de l'extradition, que ce soit au Burkina, aux États-Unis ou partout ailleurs, elle est d'abord une question politique et diplomatique. C'est-à-dire que, si vous voulez, regardez, si aujourd'hui les relations entre le Burkina et la France changent dans un sens, vous allez voir que l'extradition de François Compaoré va prendre une autre tournure. Et c'est pour ça que moi je dis, n'attendons pas grand-chose de cela. Ce qui nous paraît être l'acquis le plus sûr, c'est notre mobilisation à nous. Parce que le gouvernement français et le gouvernement burkinabé peuvent être en accointance, mais le peuple français et le peuple burkinabé partagent, moi je pense, les mêmes idéaux. C'est les idéaux de justice. Vous avez vu même en France, les Gilets jaunes, quand ils portent des revendications, ils ne sont pas très loin de ce que nous, aussi au Burkina, nous portons. Voilà pourquoi moi je dis que la seule clé de ce dossier, c'est la mobilisation. La mobilisation et rien que la mobilisation du peuple burkinabé. Merci beaucoup, Maître Farama. Et bien, ce sont sur ces propos-là que va prendre fin votre émission du jour, le Club de la Presse, un numéro spécial consacré aujourd'hui au 22e anniversaire de l'assassinat de Norbert Zongo. Où en est le dossier? Pourquoi pas d'avancement? On en a discuté tout au long de cet entretien. Et j'étais en compagnie de Maître Prosper Farama, qui est l'un des avocats de la partie civile. Il y avait aussi Boukari Woban, qui est journaliste au Dimension Mutation, et Rasmane Zilamba, qui est jeune militant. Merci à vous tous, et puis à une prochaine fois pour un autre sujet. Ils ont tiré sur mon père, ils ont voulu le faire taire, puis ont brûlé tout ce qui restait, ont classé le dossier, mais on ne va pas laisser faire, ils peuvent nous mesurer, tant qu'ils ne seront pas jugés, on ne va pas se taire. Chaque instant est un supplice pour la vie, la liberté, qui n'ont de choix que d'affronter les airs s'emplissent de leurs meurtriers et leurs complices en pardon à l'improviste qui s'avère être un simulaire.